Tout aussi inutiles étaient les grandes offensives terrestres. En 1916, les armées sont enterrées depuis 2 ans. Les tranchées allemandes sont soignées, rationnelles, à l'image de leurs ingénieurs. Elles sont profondes, elles conduisent à des abris enterrés pour les chevaux, à des cuisines, à des magasins. Les Alliés doivent reconstituer leur stock de munitions et attendre des armes lourdes. Ils s'enterrent à leur tour sans réaliser qu'ils devront encore, pendant 2 ans, vivre dans la boue. Les canons, les mitrailleuses sont aussi enterrés, chaque ouvrage couvrant un secteur. La guerre est gelée. Les généraux n'y peuvent rien. Et cependant, ils préparent sans cesse des offensives, toutes vouées à de sanglants échecs. L'opinion publique accueille très mal, quand elle en est informée, ces massacres inutiles, ces pertes innombrables. Pendant toute l'année 1915, les jeunes recrues d'Angleterre ont appris à creuser sous l'œil sourcilleux des vieux sergents. Quelques années plus tôt, l'armée avait réformé les pelles et les bêches au nom du modernisme. Maintenant, on dissèque devant les Bleus l'anatomie d'une tranchée et les ouvrages de défense enterrés. On montre la tranchée principale, les postes de guet et les réseaux de barbelés. Derrière la tranchée principale, une tranchée de soutien, un réseau de tranchées d'accès et des tranchées de réserve, ponctuées de redoutes avec des centres de communication. En théorie, le système est parfait et les tireurs sont protégés derrière les parapets. En pratique, c'est un lacis de vase et de boue. Les Allemands ont choisi de creuser dans les sols plus élevés. Dans quelques secteurs, le drainage de leurs tranchées est assuré vers le bas, où les Alliés ont creusé les leurs. Jamais ils n'avaient plu autant sur la terre de France. Les paysans disaient que c'était à cause des tirs d'artillerie qui crevaient les nuages. Il y a de l'eau partout, mais bien peu d'eau utile. Elle est polluée par le chlore des obus à gaz. L'eau qui est livrée aux premières lignes sert à la consommation, pas question de l'utiliser pour se laver. Un correspondant de guerre évoque l'odeur tenace d'une humanité qui ne se lave pas. Le front vit dans la crasse et dans la boue. Devant la tranchée est déployée la ligne continue des fils de fer barbelés, ainsi que les ouvrages de protection. Au-delà, c'est le no man's land, où la mort n'a pas de vacances. Des chevaux errants s'y font tuer. Le no man's land, c'est constamment des hommes en patrouille qui doivent rentrer dans leur ligne avant l'aube et qui risquent de se faire tuer en enjambant le parapet. Les généraux ne supportent pas l'inactivité. Ils envoient constamment des hommes en patrouille, par exemple, pour faire des prisonniers et les interroger. Aux tranchées, les heures coulent lentement dans la routine, des heures et des heures d'assoupissement de la guerre. Tous les jours, des bombardements presque à heure fixe. De temps à autre, le bruit devient infernal. Les nuits s'embrasent avec des fusées éclairantes et des obus en étoiles. Le fantassin finit par aimer sa tranchée, une maison qui est sa coquille, son nid. Il réalise qu'il est devenu comme un animal. Quand il doit dormir les bottes aux pieds, les vêtements détrempés collant au corps, dans la boue infestée de rats et de vermine, la sinistre boue dont les poilus ne peuvent se dépêtrer.
Pour les blessés, ni plasma, ni sulfamide. La malédiction des tranchées, c'est les shrapnels et les éclats d'obus. Dans les tranchées, il faut toujours combattre. Que ce soit l'ennemi, le froid, les rats, la glace, la boue. Pour porter la soupe aux poilus des tranchées, il faut des héros. Ces gens-là risquent de se faire tuer 100 fois. Une chanson du front dit « La guerre n'a pas de répit ». Ce n'est pas vrai. Les troupes sont périodiquement retirées des premières lignes pour aller au repos dans un village français de l'arrière immédiat. On y soigne l'hiver, les pieds gelés. Au repos, on s'épouille. L'immunité ne dure pas longtemps, même après le bain le plus chaud possible, malgré la lessiveuse où l'on fait bouillir les vêtements. 24 heures plus tard, dans la tranchée, les totos sont de retour avec les rats. Et personne n'a jamais réussi, même avec des chiens et des chats, à se débarrasser des rats. L'expression favorite du front, ça ne fait rien, tout est égal. Mais à quoi bon faire la fine bouche? Chacun dort à la même enseigne. Pas de privilèges, pas de chichi, tous égaux, c'est la camaraderie des tranchées. La mort et ses ornements. Elle est si proche qu'elle devient impersonnelle. Les morts peuvent rester sans sépulture pendant plusieurs semaines dans le No Man's Land. Avec le drapeau blanc, on finit par les évacuer. C'est plus dur d'enterrer les copains que de les voir mourir à l'attaque. Retour en ligne à la tranchée, tenir encore un peu plus longtemps. Les généraux ne renoncent pas à briser la ligne ennemie. Ces gens-là ne renoncent jamais. Ils retrouvent leurs vieilles ruses, ils en inventent d'autres. Il y a les sapes et les sapeurs qui creusent en dessous du No Man's Land,
quelle joie de faire exploser une mine sous les positions ennemies et d'ouvrir une large brèche. Pour l'observation, il y a les tours, élevées et camouflées, où les observateurs renseignent les artilleurs. À moins de 2 km des lignes, ancrées au sol, les saucisses ou ballons d'observation. Dangereux, très dangereux. L'hydrogène s'enflamme facilement. Quand les chasseurs ennemis surgissent, il faut sauter en parachute ou brûler vif. On préfère encore sauter. Les avions militaires ne font plus seulement de la reconnaissance, ils mitraillent et bombardent. Des bombes primitives qui ne font pas de mal. Les hommes redoutent les petites flèches d'acier qui tombent des avions. Ils assurent que ces flèches de la taille d'un crayon percent les casques et les clouent au sol. Une légende des tranchées, bien sûr. Ces flèches ont certes été produites et lâchées, mais au début de la guerre et en petite quantité. Des armes étranges, jamais vues, sont expérimentées. Les reverra-t-on jamais? Aucune ne change l'équilibre du front. Les ingénieurs militaires s'épuisent à construire d'inutiles gadgets. Même les lance-flammes, cette invention diabolique allemande, ne change rien parce qu'ils ne sont utiles que quelques secondes. Les gaz asphyxiants, avec le vent, peuvent se retourner dans les lignes d'où ils ont été lâchés. Aux premières attaques, les Français et les Canadiens n'ont eu que leurs mouchoirs trempés d'eau pour se protéger. Les Anglais et les Français mobilisent tous leurs chimistes et parviennent à fabriquer aussi des gaz. La guerre est désormais masquée. 1 million de blessés ou de morts par gaz. Pour échapper au fléau, il faut naturellement porter le masque. Mais les masques arrivent trop lentement sur le front. On essaye aussi les armures individuelles, à l'épreuve des balles. Mais les armures ne servent à rien. On les jette, on les broie. Entre autres gadgets, les Français inventent un bouclier mobile poussé par un fantassin rampant vers les lignes ennemies. Encore une invention tout à fait inutile. Entre deux offensives, il faut bien passer le temps et faire oublier les horreurs de la guerre. Une de ces inventions va faire son chemin. Des Anglais ingénieux travaillent sur un tracteur armé et blindé, chenillé et caterpillar. On l'appelle d'abord porteur d'eau pour tromper l'ennemi, puis tank. Winston Churchill s'y intéresse, ainsi qu'un colonel de l'armée du nom d'Ernest Swinton. Tous ceux qui gardent le secret de cette fabrication sont loin d'y croire. Comment ces tanks perceraient-ils le front allemand? Ils sont trop gauches, trop peu maniables pour réussir vraiment une percée. Octobre 1915. Premier essai pour les tanks. Ils sont gauches et lourds, ils avancent à la vitesse d'un homme au pas. Mais ils peuvent franchir les fossés et les trous d'obus. Ils avancent partout où les voitures s'arrêtent. Les généraux anglais du front sont sceptiques.
Ils auront chassé les Allemands de leurs tranchées, disent-ils, bien avant l'arrivée des chars. À quoi bon des chars? On a besoin d'hommes dispos, d'hommes de renfort. Et ils arrivent de tout l'Empire, même d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Voici les Anzacs, avec leurs chapeaux et leurs airs de bravache. Les Canadiens, les Indiens, les Sud-Africains, les Écossais en kilt, appelés par l'ennemi les filles de l'enfer. Les grandes parades d'infanterie, prêts pour le grand coup. La dernière course, celle qui doit définitivement percer les lignes ennemies. En 1916, l'offensive anglaise est prévue dans un secteur calme, la vallée de la Somme. Sir Douglas Haig, qui commande l'opération, est convaincu qu'il va couper en deux l'armée allemande, rien moins. Il devra le faire tout seul, car les Français sont saignés à blanc par le massacre de Verdun. Joffre, qui supplie les Anglais d'attaquer, ne peut leur offrir qu'une aide morale. Un plan sans intelligence. Il prévoit un assaut frontal d'une trentaine de kilomètres de large sur les deux rives de la rivière. 6 corps d'armée britanniques attaqueront au nord et 5 divisions françaises au sud. Ces troupes attendent le signal du départ. La ligne allemande est incroyablement forte. Les collines crayeuses qui surplombent les lignes alliées sont de vraies catacombes. Des abris charpentés renforcés de béton, éclairés à l'électricité, des blanchisseries, des postes de secours, des magasins de réparation, des arsenaux. Les Allemands se sentent bien dans leur forteresse. Ils n'ont pas envie d'être dérangés. Ils pensent que les Alliés seraient fous d'essayer d'enlever d'aussi fortes positions. L'armée du général Henry Rawlinson s'avance, position de combat. 1,5 million de Tommies se tiennent prêts derrière les échelles d'escalade. Ils se bouchent les oreilles, les canons lourds écrasent les Allemands depuis 5 jours et 5 nuits. Un soldat anglais attend le signal de l'assaut. Dans 20 minutes, se dit-il, je serai mort. Dans 15 minutes, je serai mort. Top! Les hommes s'élancent, courent, tombent fauchés par les mitrailleuses. Le premier jour est un désastre. Pas de conquête de terrain appréciable. Quelques haillons de forêt. À la fin du jour, plus de 60 000 soldats anglais sont couchés dans les champs. Haig ne veut pas renoncer, ni admettre son échec. Il n'admettra jamais. Pendant 5 mois va se poursuivre la bataille la plus stupide de l'histoire de l'Angleterre, qui cependant est riche en batailles stupides. Juillet 1916. Rawlinson croit apercevoir une brèche dans le dispositif ennemi. Il ordonne à 4 escadrons de sa cavalerie indienne de charger. Les rafales de mitrailleuses, naturellement, couchent les cavaliers dans un champ de blé. Les chevaux morts. On en comptera 600 000, rien que dans les lignes alliées pendant cette guerre. On en achète d'urgence en Amérique. On capture même les chevaux sauvages, les Mustangs, qui sont livrés sans licou. Dès le premier jour de la bataille de la Somme, l'infanterie allemande contre-attaque. Sous la protection d'un tir d'artillerie savamment minuté, les troupes avancent.
et tombe sous le feu anglais. Nouveau massacre. Le tank, alors, entre en scène. Pour la première fois en nombre dans la bataille de Cambrai, 42 tanks flambant neufs. Haig compte sur eux pour percer la ligne allemande. Les équipages dominent à peine les lourdes machines. Ils n'ont pas dormi depuis 48 heures. Ils connaissent mal les commandes de ce matériel révolutionnaire. À la vue des chars, les Allemands paniquent. 4 mastodontes traversent les lignes de part en part. 9 sont éventrés par les obus, d'autres tombent en panne ou sont embourbés. Ceux qui ont traversé les lignes sont isolés, attaqués, détruits. C'est un échec. Jusqu'à mi-novembre, le massacre se poursuit dans le désordre, sans aucun bénéfice. Le général Haig comprend enfin la vanité de ses espoirs et la folie d'un tel sacrifice. Les Britanniques comptent leurs pertes, 401 000 soldats. Les Allemands n'ont perdu que 235 000 combattants. La proportion est de 2 contre 1. Il faut arrêter les frais. Il est clair que sur le front de l'Ouest, la décision ne peut pas surgir. Londres est sinistre. Les visages des passants sont fermés. Le pays peut seulement nourrir sa population de la nuit du vendredi jusqu'au lundi matin. Pour les autres jours de la semaine, il faut importer des vivres. Les lignes du ravitaillement sont attaquées sans relâche par les sous-marins. Pour utiliser les stocks défaillants de vivres, pour être certain que les enfants au moins pourront se nourrir, le gouvernement sert des repas préparés dans les cuisines nationales. Il impose le rationnement pour toutes les denrées. Seul le sucre est maintenu en vente libre jusqu'en 1918 pour ne pas désespérer les pauvres. Faire la queue devient une routine. Les pommes de terre sont si rares que les riches en offrent plutôt que des fleurs aux maîtresses de maison. On manque de lait. Le lait est interdit aux adultes, mais il n'y en a pas encore assez pour les enfants. Pas d'essence. Le gaz de charbon est mesuré. Une génération entière de citoyens britanniques est balayée par les pertes de la guerre. En 1917, seuls les vieux, les femmes et les enfants tiennent le front de l'intérieur. Les collégiens préparent leur départ à la guerre.
Des classes entières de conscrits sont balayées. Les enfants, en attendant leur incorporation, sont soumis à toutes les corvées. Ils travaillent dans les fermes. À la ville, ils font des collectes. Il n'y a pas de jeunes assez jeunes pour ne pas servir le roi et le pays. La dernière illusion tombe. Pas de sécurité sur le front intérieur. Les zeppelins, les aéroplanes tiennent le ciel. Au début, les gens sortent dans les rues pour les voir. Bientôt, ils se cachent à leur approche. En 1917, 3000 civils sont tués ou blessés par les bombes tombées du ciel. Lloyd George, le nouveau Premier ministre, garde pour lui son découragement. Il paraît en public dynamique et résolu. S'il exige des sacrifices du front de l'intérieur, il veut diminuer les pertes en France. Il prétend enlever la conduite de la guerre à ses généraux. Il n'a pas confiance en eux. Il est très attentif aux décisions du chef du corps expéditionnaire britannique qui lui paraît incompétent, Sir Douglas Haig. Mais il doit le ménager, c'est le favori de George V. Lloyd George le trouve maladroit, insensible aux pertes, même si elles sont énormes. Il lui préfère le français Nivelle, auquel Haig est subordonné. Nivelle a présenté un plan pour la victoire rapide et sûre. Il a remplacé Joffre comme généralissime. Nivelle propose une double offensive au nord pour les Britanniques, au sud pour les Français. Les Anglais doivent attaquer sur Arras le 9 avril 1917. La rupture du front, c'est la vieille balançoire des généraux. À l'extrémité de la ligne anglaise, les hauteurs de Vimy. Une avancée du front. Déjà des milliers de victimes. Les Canadiens sont chargés de s'en emparer et de s'y enterrer. C'est un enfer. De très lourdes pertes. Mais Nivelle qui a promis la victoire en 48 heures. Il ne se soucie ni de la surprise, ni de la météo. Sans importance, dit-il, pour une armée décidée à vaincre. Le polytechnicien Nivelle a fait ses calculs. Le coup ne peut pas manquer. C'est du moins ce qu'il dit. Après une violente préparation d'artillerie dont on attend monts et merveilles, 40 divisions françaises s'élancent et tombent dans le vide. L'ennemi a restreint ses lignes, caché ses défenses. Les Français se font massacrer au chemin des Dames. 200 000 morts en quelques jours. Les soldats français, après ce drame, vont se mutiner.
Ils veulent désormais faire la grève de la guerre. Trop de blessés, trop de gueules cassées, trop de gazés. Sur toute la ligne, les régiments se mutinent. Est-ce la révolution dans les tranchées? Jamais plus les généraux français n'oseront demander une offensive baïonnette au canon. Les poilus ne sont pas des bolcheviks, ils en ont seulement marre de la guerre. 55 divisions sont affectées par les mutineries. Aucun leader révolutionnaire au front. Le mouvement est spontané. Les politiques pensent que ce mouvement peut être dominé. C'est Pétain qui prend les choses en main. 554 condamnés à mort, mais seulement 45 exécutés. Pétain revoit le régime des permissions et la rotation des unités en première ligne. Les officiers sont désormais conscients qu'ils ne peuvent ordonner que des actions limitées et bien préparées. Ils doivent reprendre en main la troupe, lui rendre sa confiance dans le commandement. Les officiers anglais doivent aussi faire face à des révoltes. Les Allemands eux-mêmes changent les unités du front, ils se défient des recrues qui viennent de l'intérieur. Partout, on craint la révolution. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. En Angleterre, la propagande guerrière fait beaucoup de bruit, mais les gens en ont assez. Les prix ont doublé, les sous-marins sont plus actifs que jamais. Les ouvriers sont pris par le recrutement pour remplir les vides des unités. Les manifestations organisées pour soutenir l'effort de guerre ont pour slogan « Gagner la guerre ». Mais qui les écoute encore dans le désarroi des esprits? Ailleurs, on crie « Finissez la guerre ». Les mouvements de protestation explosent un peu partout. Les mineurs votent la grève sur tous les bassins d'Angleterre. Les ouvriers des usines de munitions les suivent. Détesté par la clique militaire, suspect aux yeux des politiques et peu apprécié par le roi, Lloyd George passe pour un dictateur, mais il réussit à rassembler la nation pour le dernier effort, à briser les grèves révolutionnaires. Il engage un conservateur, Churchill, connu pour son énergie. Il était en disgrâce depuis la malheureuse affaire des Dardanelles. Eh bien, il reprend Churchill. Lloyd George l'installe au ministère des Munitions. Le lion est en place. Il n'arrêtera pas de rugir. Le roi lui-même est attaqué. Sa cour est pleine d'étrangers, dit-on. Elle manque d'esprit combatif. Le roi réplique qu'il soit damné s'il est étranger. Il change le nom de la maison royale qui était d'origine allemande. Il l'appelle désormais maison de Windsor. Ainsi, pense-t-il, personne ne pourra plus critiquer la famille royale. Il annonce un changement décisif dans la guerre navale. Le pays attend une politique nouvelle sur mer pour lutter contre les sous-marins. Une mission vient d'arriver des États-Unis conduite par l'amiral William Sims. Sims est indigné par l'importance des pertes des Alliés sur mer. Il réussit à convaincre l'amirauté que la réponse à la menace sous-marine, c'est l'organisation des convois.
La Grande-Bretagne n'a plus que 6 semaines de vivres. Elle décide d'appliquer le plan Sims. En peu de temps, les pertes sont réduites de moitié. Washington est maintenant convaincu qu'on peut envoyer en France une grande armée. Mais celle-ci n'existe pas encore. En attendant les Américains, Haig veut courir la chance de sa vie. On l'autorise à lancer une offensive seulement britannique sur son front. C'est la 3e offensive des Flandres. Un risque politique énorme après la période des mutineries. Haig attaquera sur la ligne de crête de Messine à Passchendaele. Il poussera en avant pour libérer les ports de Belgique et terminer la guerre avant que les Allemands ne percent le front français affaibli. La plus grande opération de creusement de tunnels de la guerre est entreprise à Messine, en face des lignes allemandes. Les mineurs du pays de Galles, le pays de Le George, viennent renforcer les sapeurs du génie pour réussir la plus énorme opération de sape de toute la guerre. En secret, ils percent 19 tunnels et ils mettent en place 500 tonnes d'explosifs au-dessous des positions allemandes. Le coup d'envoi est donné à l'aube du 7 juin 1917. De Londres, le George entend l'explosion, à plus de 200 km de là. Au 10 Downing Street, à sa résidence de Premier ministre, les vitres tremblent. « 20 000 Allemands sont tués ou estropiés. On capture 7 000 prisonniers totalement choqués. Haig demande la permission d'attaquer sur la crête de Passchendaele. Lloyd George d'abord s'y refuse, et puis il s'y résigne. Il a un mauvais pressentiment. La grande offensive commence en juillet 1917 sur un champ de bataille transformé en fondrière par des torrents de pluie et des trous d'obus. Les Allemands sont enterrés. Ils disposent de canons lourds. Les assaillants s'épuisent. Une nouvelle stratégie s'annonce sur le terrain détrempé des Flandres. Un général britannique visitant plus tard le champ de bataille s'écrie « Bon Dieu, nous avons réellement envoyé des hommes combattre là-dedans ?» Pendant 4 mois d'automne, la bataille continue sans merci. Haig prétend qu'il a réussi à percer le front. C'est faux. Il a pris le pont de Passchendaele, mais le front n'est pas percé. Et les pertes sont innombrables. Haig est un grand chirurgien, dit Churchill en grinçant des dents. Et il ajoute, sa haute capacité professionnelle l'empêche de voir l'agonie de son patient. « 300 000 Britanniques sont tués, blessés ou disparus dans la boue. Haig a seulement gagné quelques arpents de marécage. » Toutes les femmes d'Angleterre se dévouent pour les blessés et Lloyd George distribue les décorations aux survivants. Il n'a pas pu éviter la dernière offensive de Lord Haig, mais il a du moins évité à son pays martyrisé le plus grand de tous les maux, la Révolution.
On peut redouter qu'en 1917, l'Allemagne du Kaiser ne s'y précipite. L'Europe entière va-t-elle tourner au rouge ? Pour conjurer le danger révolutionnaire, le pouvoir civil en Allemagne abdique de plus en plus en face des militaires. Massif et rassurant, Hindenburg, héros national, est pour l'Allemagne l'image du père. Une volonté d'acier mais protecteur, responsable. Il a pour adjoint le quartier-maître général Erich von Ludendorff, qui est après Hindenburg l'homme le plus puissant d'Allemagne. Les listes des héros morts ou blessés s'allongent. Notre seule fierté, a coutume de dire Ludendorff, est que nous combattons face à des forces très supérieures et que nos lignes sont en dehors de notre territoire sacré. C'est un faible réconfort pour une nation qui gratte les fonds de cave pour se chauffer l'hiver et qui est au bord de la famine. Les Allemands sortent tous les jours pour voir afficher sur les portes des mairies les listes des morts, des disparus, des prisonniers. Tout est rationné en Allemagne. Le recrutement enlève les mineurs et les fermiers. La production chute. Le blocus allié réduit les importations, étrangle le commerce maritime. Dans l'industrie, on manque à la fois de main-d'œuvre et de matières premières. On fait la queue dans les magasins pour obtenir des denrées alimentaires qui bien souvent n'existent plus ou qui sont des ersatz. Les Allemands appellent ce temps l'hiver aux choux. Des millions d'hommes et de femmes mangent des choux. Une ménagère allemande se souvient de s'être gelée, le ventre creux, dans un foyer sans électricité. Le pétrole et l'huile manquent, et même la graisse, pour les bougies. La détresse est supportée par patriotisme, mais les artistes ne se gênent pas pour illustrer aigrement la réalité. Kate Kollwitz, par exemple, dont le plus jeune fils est mort au front. Le dessinateur Georges Gress, soldat réformé pour dépression nerveuse, croque l'arrière du front sans aucune complaisance. Ces dessins sont tout à fait dans l'esprit des observations amères du propre fils du Kaiser, le Kronprinz. J'ai vu, dit-il, un changement immense et menaçant dans les rues de Berlin. Les gens des classes moyennes ont perdu leur air satisfait. Ils traînent dans les rues, le teint pâle, les yeux creux, dans des vêtements élimés. À leur côté piaffent des profiteurs qui les bousculent pour prendre toute la place. Les propagandes officielles glorifient les as de l'aviation, les capitaines des sous-marins, les généraux du front. Otto Dix représente les soldats comme des victimes. Dans la guerre telle qu'il l'a peint, il n'y a pas de place pour la gloire.
Par édit du quartier général, tout ce qu'il y a de meilleur sur le marché doit être réquisitionné pour l'armée. Ludendorff demande au front intérieur de supporter la misère, de faire des sacrifices. Les besoins de l'armée priment. Les citoyens mangent du pain noir, mais ils doivent envoyer des colis aux armées. L'armée a priorité absolue. Ainsi est évitée la révolution dans les lignes. Dans les zones occupées de France, de Belgique et de Pologne, des unités de l'armée sont affectées au travail, dans les fermes, pour être sûr que les récoltes seront saisies à la source. Les Allemands de l'intérieur ne recevront rien de tout cela. Le travail forcé fournit de la main-d'œuvre des régions occupées, ainsi que les camps de prisonniers de guerre. Mais ces travailleurs supplémentaires sont autant de bouches à nourrir, une charge de plus pour l'économie titubante. Et cependant, la main-d'œuvre étrangère est essentielle dans les fermes, dans les usines, et pour entretenir les voies de communication avec le front. Un prisonnier évadé raconte que grâce au colis de la Croix-Rouge, qu'il recevait régulièrement, il mangeait mieux que ses gardiens. On récolte à domicile les objets en métal pour nourrir la production de guerre. On utilise la ferraille, les batteries de cuisine. Mais les gens donnent aussi leurs anneaux d'or et leurs bijoux, les biens comme les vies. La guerre arrachait-on la dernière laine sur le dos d'un peuple déjà habitué aux plus terribles privations. Les industries allemandes, si puissantes, grésillent sous l'effet d'une tension excessive. Les matériels s'épuisent, la puissance se perd. Les ingénieurs sont au front, traçant les plans de guerre. L'Allemagne, jadis si dynamique, s'exténue dans la grisaille d'un crépuscule de guerre. Le Reichstag exprime le mécontentement général. Au nom du Kaiser, une tentative de paix est amorcée du côté des Alliés par le chancelier de Bethmann-Hollweg. Saisi de pitié devant une misère indicible, n'est-il pas possible de trouver une base d'entente, dit-il. Mais les Alliés ne sont nullement prêts à négocier avec une Allemagne qui ne croit qu'à la force. Le chancelier est-il prêt à discuter sur l'Alsace et la Lorraine ? Demandent les Français. Le parti de la paix, une fois mis en échec, Ludendorff et Hindenburg s'emparent du contrôle du gouvernement. La politique intérieure, explique le quartier-maître général, doit être dirigée par ceux qui sont responsables des plans militaires. Les généraux persuadent le Kaiser de leur accorder les pouvoirs qu'ils veulent. Le 1er février 1917, ils obtiennent de lui la liberté de reprendre la guerre sous-marine intégrale qui pousse le président Wilson à entrer dans le conflit.
Les Allemands croyaient pouvoir étrangler tranquillement la Grande-Bretagne sans que les États-Unis bougent. C'était la conviction du secrétaire d'État allemand aux affaires étrangères Arthur Zimmermann. L'Amérique ne fera rien, dit-il, parce que Wilson est pour la paix et rien d'autre. En février, les sous-marins avaient coulé 800 000 tonnes de navires. Seul un navire sur 4 quittant l'Angleterre revenait au port. L'ambassadeur américain à Berlin a été rappelé. L'entrée en guerre des États-Unis sauvait la Grande-Bretagne. Mais le choix de la guerre totale par l'Allemagne sauvait aussi ce pays de la Révolution en accordant les pleins pouvoirs à l'état-major. Elle poussait l'aventure jusqu'au bout.